On peut tout faire avec le coco. J'aime bien quand c'est sucré. Le coco, pour moi, le coco, c'est de l'or. Avec un cocotier, tu peux manger, tu peux te nourrir, et puis c'est un bon goût aussi. Les cocotiers, pour moi, c'est l'arbre du pommetou. Le pommetou ne peut pas vivre sans cocotier. Le coco ou la noix de coco est le fruit du cocotier, un arbre aux usages multiples, providentiel pour les îles océaniennes. Sur les sols arides des Tuamotu, dans les vallées verdoyantes des îles hautes, le cocotier pousse dans tous les archipels de Polynésie française. Mais c'est au Tuamotu qu'il est le plus présent dans le quotidien des habitants. Le cocotier, dans les îles Tuamotu, ce n'était pas quelque chose qui était naturel, ça a été planté. Il faut savoir que quand il y a eu les premiers Polynésiens qui sont arrivés sur ces îles-là, ils ont amené un certain nombre de choses dans les noix de coco. Mais avant, il n'y avait pas de coco. Hein, c'est quelque chose. Le cocotier il vient quand même d'Asie. Hein, et au fur et à mesure des migrations polynésiennes, effectivement, ils ont traversé tout le Pacifique. Hein, ils sont partis des Philippines pour arriver jusqu'ici. Donc, la noix de coco est arrivée ici, et puis ils l'ont plantée. Après, la plantation de cocoteraies, ça s'est organisé au milieu du 19e siècle. Et la plantation d'une cocoterie fait reconnaître à celui qui a planté comme étant propriétaire du terrain. Donc, en plus, ça permet d'identifier le propriétaire, c'est-à-dire celui qui a planté la terre et qui va d'un cocotier. C'est toujours la limite d'un terrain à l'époque, c'était de ce cocotier-là à ce cocotier-là. Côté lagon, de ce cocotier-là à ce cocotier-là, côté large. Donc, le cocotier, ça a quand même aussi un rôle de limite de propriété. Mais avant, pour bien comprendre comment cette noix évolue dans le temps avant de devenir un cocotier, j'ai mis les uns à côté des autres donc les différents types d'évolution donc de la noix de coco qui part donc d'une fleur. Hein, donc à partir de la fleur, ça donne ça. Après comme ça, celui-là malheureusement il a séché et il passe à ce stade-là. Là, on devient du omoto, c'est-à-dire que là, ça c'est très bon à boire. Et alors après c'est le opa et le coco germé qui va donc redonner un autre cocotier. Et là, donc, on est au stade ultime de l'évolution de la noix de coco, puisqu'à partir de là, on aura un cocotier. Donc, vous voyez le germe qui est là, qui se nourrit directement, on voit ici, hein, directement à partir de cette pulpe-là, qui est un fruit, hein, ça se mange, c'est sucré. Hein, et dès qu'il touche terre, il commence à faire les racines, et le coco germé va devenir le magnifique arbre que vous avez derrière moi, qui est le cocotier. Le coco germé met en moyenne 7 à 8 ans pour devenir un cocotier productif, parfois pendant 100 ans pour certains. Mais avant que les palmes ne viennent caresser les nuages, les cocos doivent être plantés de façon méthodique afin que les cocoteraies se régénèrent et que le coco reste un fruit de l'abondance pour les habitants des îles et des atolls. À quelques kilomètres du village principal de Fakarava, Tahiri a depuis son plus jeune âge porté une attention toute particulière au renouvellement des cocotiers. Voilà, on est chez moi, sur un terrain familial. Et la cocoterie qu'il y a en face, là, ça a été planté par moi et mon épouse. Quand nous sommes nés, il y avait des cocotiers. Et maintenant, les cocotiers sont vieux. Et à la base de tout, pour avoir le coco, il faut replanter. Si on ne replante pas, eh bien, on n'aura pas de coco et donc pas de moyen de revenir. La chose la plus importante, c'est de planter et attendre quelques temps pour pouvoir récolter ce qu'on a fait. Chacun a sa différente façon de planter. Et moi, j'ai la mienne. Ça, c'est un coco germé. Il faut bien changer le coco d'abord, il faut que ça soit une femelle.
Et qu'il ne faut pas aussi trop blesser la plante, ça veut dire qu'il ne faut pas trop couper les racines. Il va mettre du temps, à mon avis, il va mettre du temps à pousser. Ah, c'est bon là, j'ai planté là. Là, j'ai fait le trou. C'est bien quand ça sent un peu plus grand, que les sols sont un peu plus mous. Que ça pousse mieux. Là, c'est bon là. Ça, j'ai posé le coco. Là, je vais mettre mon coco dans le trou. Et c'est cet endroit face au lever soleil à l'est. Un peu penché comme ça. Puis ça, je recoupe partout, juste un peu. Ça, j'ai vu mon père et tous les autres qui plantent, je les ai vus faire. On ne m'a pas appris, mais je faisais comme tout le monde. Par la suite, on peut mettre un peu de cendre par-dessus en passant, un peu de compost, un peu de feuilles mortes pour nourrir la plante. C'est comme un cocotier. Un jeune cocotier qu'on plante, c'est comme un bébé. Il a besoin de nourriture. La terre est tellement pauvre autant que pour les nourrir. Voilà. Au moins, c'est bon comme ça. Là, vous voyez là, c'est les cocobettes que j'ai cueillis. Ça, c'est pour boire. Et le marron là, c'est pour faire le copra. Là. En stock, quand il y a beaucoup, on fait le copra. C'est là où je fais souvent le copra. Pour moi, c'est juste un petit plus par rapport aux autres. Mais pour certains, pour d'autres, c'est le gagne-pain, c'est leur métier, c'est la vie aussi, de tous les jours. Ils ont besoin de coco pour vivre. Sur les atolls des Tuamotu, le copra, amande de la noix de coco séchée au soleil, est effectivement souvent la seule ressource de l'île. Beaucoup d'habitants deviennent naturellement des copraculteurs dans les cocoteraies familiales qui permettent de génération en génération aux hommes et aux femmes de nourrir leur famille. Sur l'atoll de Fakarava, Taura est copraculteur depuis l'enfance. Comme beaucoup d'autres habitants de l'île, le copra est aujourd'hui pour lui le seul moyen de nourrir sa famille. Depuis que j'ai arrêté l'école, je suis revenu ici pour faire le copra. Et c'est pas que j'aime ça, c'est que il n'y a que ça comme travail ici à Fakarava. C'est le copra et la pêche. C'est pour ça que je fais le copra avec ma femme. C'est pour nous nourrir. Parce qu'on n'a pas de travail ici. C'est ça alors le travail du copra au Tuamotu. C'est mon papa qui m'a appris à faire le copra. Je fais ça le matin de 7h jusqu'à 14h de l'après-midi. Après, il faudra qu'on rentre à la maison pour faire le travail de la maison le matin. Là, le coco a été coupé. Là, maintenant, je vais atteindre les cocos. Je vais atteindre les cocos maintenant. OK. Je vais laisser ma hache. Après, je fais ça. Allez, chérie. Quand c'est le week-end, on l'emmène avec nous deux pour faire le copra. Oui, parce que j'ai pas école aujourd'hui, c'est samedi. Là, on a fini de couper le tas. On va y aller par là-bas pour le décortiquage des cocos. Ça veut dire quoi, papa, décortiquage? Pita. Ah oui, c'est vrai. Et je vais vous montrer comment on pique un coco.
Voilà ma maman attend d'hôpital, Coco. Papa. Ça fait à peu près 8 ans que je fais du copra. Je suis née, j'ai grandi à Tahiti et mes parents sont venus ici parce que mon papa il avait un bout de terrain ici et moi de fil en aiguille je suis arrivée ici. C'est mon chéri qui m'a appris avec ma belle famille à faire du copra. Au début quand je coupais les cocos ça ressemblait à rien du tout et puis maintenant ça va beaucoup mieux. C'est juste que il faut un peu de C'est sûr qu'en faisant le copra, il faut se lever tôt et puis il ne faut pas avoir peur d'être au soleil. Mais oui, ça me satisfait. Après, c'est enlevé. Après, on met dessus un sac ici. Après, on jette ici. Et c'est bon. Après, on prend un autre. Et Les tu les cocos laisses pas verts. 3 jours, ils vont pas s'enlever comme ça. Il faut que la noix se détache comme ça du coco. Là, c'est plus facile à les enlever. Parce qu'un coco, tu peux les laisser 1 semaine et il va sécher lui-même dans le coco. Le noix, il va sécher lui-même dans le coco comme ça. Et pour les enlever, tu coupes un coup, après tu les enlèves comme ça. Et moi, ça me fait plaisir de travailler avec mon papa et ma maman. On va les mettre en sac. Oui, on les ramasse, les cocos. On ne doit pas laisser des cocos, même si c'est petit. Et voilà, c'est fini. Maintenant, on a mis en sac. Et je vais les emmener carrément au village, en voiture, pour les mettre dessus le séchoir. Séchoir, chez moi, au village. Mon séchoir, il est juste là, on est bientôt arrivé. Là, j'ai mis sur le séchoir, c'est pour sécher les cocos. Là, ça va prendre 3 à 4 jours pour les sécher. Après, c'est bon, on peut les remplir pour les emmener avec Chono pour les peser pour le bateau. Et tandis que le soleil sèche les amandes récoltées un peu partout sur l'île, au nord de Fakarava, Mélanie se prépare à concocter une potion, un Ra'au Tahiti à base de coco. La recette de ce remède qui guérit les maux de ventre gardera cependant ses secrets jusqu'à la cuisson. Les ingrédients principaux seront le coco sous différentes formes et le taetei, plante indigène des Tuamotu.
Et là, c'est fini. Ouh, enfin. On verse dedans. On récupère que l'huile pour faire le raoutahi. Ma grand-mère, côté de mon papa, hein, ma grand-mère fait le raoutahi, une taille de huile. Et après notre papa, après il nous a eu. Pareil, il fait des médicaments, raoutahi, Tahiti. Quand tu as les pieds cassés, quand tu es malade, il fait que lui, il peut faire. Mais certains, il explique, et non, il ne peut pas. Hein. Et à la langue, à force de l'aider, ça m'a donné une idée de soigner quelqu'un. Là, elle commence à dessus. Après, petit à petit, il y a l'huile au côté. Des fois, il y a un imprévu, quand tu es balade, hein, mais il y a toujours quelque chose, et après, ils n'ont toujours en fait. C'est ce que moi je fais. Il y a différents modèles de raoutahi, mais moi, on m'a laissé ça, c'est notre maman, elle m'a appris ça. Non, pas encore. Tu peux attendre. Oui, attendre un peu, s'il te plaît. Oui, à tout de suite, bientôt. Le raao, c'est inné. Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, à l'époque, on n'avait pas la pharmacie. On n'avait pas tout ça, on n'avait pas les médicaments comme aujourd'hui, on n'avait pas l'infirmerie. Donc nos grands-parents, arrière-grands-parents, ils ont appris à utiliser la coco pour faire des médicaments, des raao. Un peu plus tard, dans sa cuisine, Mélanie termine son raao, une mixture huileuse qui pourra être consommée dès le lendemain. 3 jours plus tard, nous retrouvons Taoura qui amène son copra enfin sec et mis en sac sur le quai de Fakarava, chez le commissionnaire de l'huilerie de Tahiti. Ce dernier pèse, vérifie et donne à chacun une fiche de paye. Taoura, au tiro, je la balance. Un sac là, pour Marvanouille. Attends, je vais peser. « 23 kilos. Tu peux emmener là-bas. Ok. Ça va faire 3080. Attends, je vais remplir ton papier. Merci, cousin. Merci, maman. Je suis commissionnaire en affaires locales. Je réceptionne le copra de Taoura et d'autres personnes. Je réceptionne, je pèse, j'envoie au bateau. Je remplis d'abord ma facture, quoi. Après, j'envoie au bateau. Ils me donnent de l'argent pour pouvoir payer les copraculteurs. Mais d'habitude, je vais sur place. Ou sinon, comme ils ont déjà travaillé avec leurs grands-parents et compagnie, je leur fais confiance. Je leur fais confiance pour ça. Il y a d'autres personnes où je ne vérifie pas. Je remplis à l'intérieur, je mets le nombre de sacs, le poids brut, le poids net. Après, je multiplie par 140. Pour avoir... chez nous, c'est 140 francs le kilo. Pour avoir la totale pour payer. Et après, ça passe sur le bateau, tombe direction Tahiti à l'huilerie de Tahiti. Les armateurs de Polynésie ont plusieurs goélettes qui font les rotations entre les différentes îles. Chaque arrivée est l'occasion de récupérer colis, nourriture, mais également d'envoyer pour les copraculteurs les sacs de leurs précieux copras. Les sacs sont ainsi acheminés jusqu'à Tahiti, à Mutuuta, à l'huilerie de Tahiti qui a pour tâche essentielle de broyer, presser et transformer le copra en huile brute ou raffinée.
En moyenne, l'huilerie réceptionne plus de 12 000 tonnes de copra par an de toute la Polynésie. L'archipel des Tuamotu, quant à lui, produit plus de 65% de la production totale de copra. L'huilerie de Tahiti est certes la plus grosse consommatrice de coco du territoire, mais il existe dans plusieurs atolls de plus en plus de propriétaires de cocoteraies qui se lancent dans la fabrication d'huile vierge de coco, très réputée pour non seulement sa consommation cuisinière, mais également pour ses vertus en cosmétiques et en soins. Au sud de l'île de Fakarava, Tepoe et Terei ont installé leur petit atelier artisanal et depuis 3 ans, ils fabriquent le nouvel or blanc de Polynésie. Ça nous est venu en fait grâce à mon papa qui en parlait déjà il y a longtemps, mais on n'y a pas prêté attention. C'est seulement un jour avec ma sœur, ça nous a fait tilt. On a décidé d'expérimenter la chose, c'est-à-dire aller chercher les cocos, débourrer, casser, râper, extraire le lait. En gros, on va râper 50 cocos par jour. Après avoir râpé le coco, on le met dans notre presse pour extraire le lait. Et en fait, c'est à partir du lait qu'on va extraire l'huile de coco vierge. Il y a plusieurs manières de l'extraire, mais nous, on a choisi l'extraction à froid qui se fait par décantation. Et après avoir laissé décanter pendant quelques jours, on va récolter l'huile et la filtrer plusieurs fois pour avoir une huile claire, limpide et de bonne qualité. On a même essayé avec, je dirais, plusieurs espèces de coco pour voir un peu la différence au niveau de l'odeur, du goût aussi. Et après avoir trouvé la meilleure manière pour nous déjà d'extraire cette huile, on a décidé de se lancer là-dedans. Et on a commencé sur notre terrasse d'abord avec notre matériel qu'on avait déjà. On a vu que l'huile de coco vierge avait du potentiel. Du coup, on a décidé d'en faire plus. On s'est acheté une râpe électrique et petit à petit, on a construit. Ça a pris quelques mois quand même. Ça ne s'est pas fait en quelques jours, quoi. Ça a pris quelques mois. On s'est installé petit à petit dans notre atelier. On a commencé à investir, à acheter des machines. Et aujourd'hui, on est là. Et on est heureux d'être là, bien sûr. Mais au-delà de ses multiples usages sur toutes les îles et atolls de Polynésie, le coco, c'est aussi un moment de partage autour d'un repas en bord de lagon. Avec ses saveurs vraiment uniques, le coco ravit les papilles des gourmands de Polynésie et du monde entier. Alors là, vous avez une salade au coco avec des beignets de coco faits avec du poisson et des bonbons coco et du pain au coco. Bon, hein? Après, ça fait un dîner complet. Tu peux tout faire avec. Autant en dessert, en plat chaud, en plat froid. Et en eau. Et de l'eau en plus. Dans le repas complet. Voilà. Tout sur un seul et même coco.